Je m'appelle Eric Pérez et j'ai travaillé toute ma vie dans la construction. Ça fait 29 ans à faire de la direction de projet. J'ai réalisé des projets de toute nature, de quelques centaines de milliers d'euros à quelques centaines de millions. Et j'ai vécu ce que tous les gens de la construction vivent, c'est-à-dire des projets qui étaient toujours un petit peu plus longs, un petit peu plus chers, un petit peu moins bien, souvent pénibles. Alors ça n'empêchait pas de les réussir et de finir les projets. Mais il y avait toujours cette pénibilité, ces conflits qui faisaient partie des projets. Donc j'ai toujours cru que ça faisait partie du jeu, que c'était comme ça, que c'était inhérent à notre industrie. Et il y a 8 ans, j'ai découvert cette méthode et je l'ai découverte par hasard. Quand je dis vraiment par hasard, parce que j'étais même pas conscient qu'il y avait un problème, donc je cherchais pas de solution. Mais à l'occasion de ce projet, donc on a eu la chance de construire le parc des ateliers, donc j'allais à Los Angeles chez Gary très souvent. Et lors d'un dîner, en discutant avec des architectes, il y a un archi qui ne travaillait pas chez Gary, qui dit « Je suis en train de faire un projet dans la Silicon Valley, c'est incroyable, ça change tout, les gens s'entendent bien, c'est plus rapide, c'est moins cher, les entreprises gagnent plus d'argent, c'est vraiment incroyable, quel plaisir de bosser sur ce projet. » Alors j'étais curieux, je lui ai demandé de quoi il parlait, et il m'a juste donné 3 lettres, il m'a dit « IPD ». IPD. Bon, et puis après on a parlé d'autre chose, c'était pas le thème de la soirée. Et le lendemain matin, en me réveillant, j'avoue que cette conversation m'avait quand même marqué, puisqu'il il en parlait avec une vraie emphase. Donc j'ai regardé sur mon téléphone, j'ai tapé ces 3 lettres, j'ai compris que ça voulait dire Integrated Project Delivery, que c'était une méthode d'organisation de projet. Il y avait un bouquin, j'ai acheté le livre, je l'ai téléchargé, j'ai commencé à le lire et je ne me suis pas arrêté. C'était réellement de l'ordre du choc, c'est-à-dire que ce n'était pas un peu mieux, je voyais dans ce bouquin tout ce qui m'embêtait depuis ces dizaines d'années dans mon métier de direction de projet. Ils avaient non seulement mis le doigt sur le problème, mais ils avaient surtout trouvé la solution. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ça fait 8 ans, donc j'ai étudié cette méthode et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir le partager avec vous, avec des experts que je vais vous présenter, qui viennent outre-Atlantique pour partager leur expérience et vous expliquer de quoi il s'agit. Mais avant de parler de la solution, j'ai envie de m'attarder un petit peu sur le problème. Donc, le bouquin dont je vous parlais, le premier chapitre de ce livre, il s'intitulait « Construction is sick ». La construction est malade. C'était le titre du chapitre. Et j'ai lu ce chapitre et effectivement, il expliquait ce que je savais déjà, mais avec des chiffres, la construction est malade. Donc la construction, elle est malade de quoi? Elle est malade de plusieurs choses. La construction, elle est malade de dépassement de budget. Je ne vous apprends rien, mais il y a des projets pour lesquels il y a des problèmes qui conduisent à des problèmes économiques. Les statistiques, je ne vous défilerai pas tous les chiffres, mais il y a plusieurs études, dont celle-ci, l'étude de KPMG, qui dit qu'en France, 66% des projets ont un dépassement de budget de plus de 10%. Et quand on lit cette étude, sur les 66%, il y en a 31% qui ont un dépassement de plus de 25%. On parle bien de 25%, un tiers des projets. Après, on sait aussi que la construction elle est malade de retard. Dans cette même étude, il est dit que 75% des projets ont un dépassement de délai de plus de 10% du planning initial. Une fois de plus, j'ai rien appris, je savais pas que c'était aussi grave. Et des chiffres, il y en a dans tous les sens. Mais s'il y a un mal que je ne connaissais pas et que j'ai découvert en lisant ces bouquins et en faisant ces formations, c'est le problème de la santé mentale. En France, la construction, c'est le 3e secteur le plus touché par le suicide. Aux États-Unis, c'est le premier secteur touché, de toutes les industries, c'est le secteur qui a le plus haut taux de suicide comparé à toutes les industries. Et je parle de suicide, je ne parle pas de burn-out. Et ça, je ne le savais pas. Je savais que oui, les conflits et la pression et tout ce qu'on vit pouvaient abîmer, mais pas à ce point. Pas au point d'avoir en France des statistiques aussi désastreuses en termes de santé mentale. C'est des cas réels. Donc oui, il y a des retards, oui, il y a des surcoûts, mais on ne gaspille pas que du temps et de l'argent, des fois on gaspille aussi des vies. Et la chose aussi que j'ai découvert en lisant ces bouquins et en étudiant cette méthode, c'est que le problème, il n'est pas nouveau. On pourrait parler de crise, on pourrait se dire, tiens, en ce moment ça va mal, on parle de crise régulière dans la construction et l'immobilier, mais dans les bouquins, il y a une étude intéressante qui compare l'évolution de l'indice de productivité de différentes industries entre 1950 et 2012. Donc ça commence par l'industrie manufacturière. On compare sur une base 1 en 1950 et ça monte et ça s'accélère et on arrive à un coefficient de 9,5. On produit un objet manufacturé 9 fois et demi plus efficacement aujourd'hui qu'en 1950. Ok, l'informatique, les robots.
Rien de surprenant. Dans cette étude, ils étudiaient l'agriculture. L'agriculture, elle suit une courbe avec des hauts et des bas. On arrive à x7, OK. Le transport, l'industrie du transport, elle progresse, elle fait 2 fois et demi. Et évidemment, le but, c'était de parler de construction. La construction, elle part sur une base 1. Elle monte un peu dans les années 60-70, l'informatique, la préfa. Et puis ça baisse, pour arriver au score magnifique de 0,92 en 2012. On produit 1 mètre carré de bâtiment aujourd'hui moins efficacement qu'en 1950. Et pourtant, on a eu aussi les robots, l'informatique, la préfa et tout le reste. Donc le problème, non seulement il est sérieux, mais il est bien ancré. Et on le voit, cette courbe d'ailleurs, il n'y a pas de crise. Si on regarde les autres courbes, elles montent, elles descendent. La construction, elle descend tranquillement et ça continue à s'aggraver. Il y a des études plus récentes sur les 10 dernières années. C'est pas glorieux. Donc la question, c'est pourquoi ? Évidemment, une fois qu'on a dressé le tableau, pourquoi on est si mauvais ? Pourquoi on gaspille autant ? Si on veut le résumer, le processus classique, celui que vous connaissez, quand on conçoit et construit un bâtiment, on le fait en 3 temps. On fait un temps de conception, maître d'ouvrage réunit une équipe de concepteurs, architectes, bureaux d'études, et ils conçoivent, à partir d'un programme, un objet. Quand on a achevé cette phase, on fait la phase d'appel d'offres. Une fois qu'on a conçu, on fait des dossiers de consultation des entreprises et on consulte les entreprises pour avoir des prix. Le but étant de signer des contrats, un ou des contrats à forfait. On les négocie, on signe des contrats à forfait. Et quand on a fait ça, on peut démarrer l'exécution. Donc l'exécution, ça commence par des plans d'exécution. Maintenant qu'on a les entreprises, on leur demande de faire leur plan d'exécution. On prend ces plans, on les superpose, on fait ce qu'on appelle de la synthèse, et là on se rend compte qu'il y a des problèmes. Il manque des choses, c'est pas conforme, quelque chose qui devait être là n'y est pas, etc. Et c'est là que ça se gâte. Parce que jusqu'ici, tout va bien. On a un maître d'ouvrage, on a des concepteurs, on a consulté des entreprises qui ont remis des prix, on les négocie quand ils sont trop chers, on signe des beaux contrats, on est prêt à partir, à faire le beau projet. Et là, évidemment, on commence à faire la synthèse, et là, ça se tend. Parce qu'évidemment, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Et on commence, la situation se dégrade. Une autre façon de le dire, on se pose en fait 3 questions quand on fait un projet. La première question, c'est quoi ? Donc le maître d'ouvrage, il a un programme, il sait ce qu'il veut, il a un budget, et il dit au concepteur, matérialisez-moi mon projet, mon bâtiment. Donc on répond au quoi, c'est quoi. Ça on le fait très bien. Quand on arrive à l'étape de l'appel d'offres, la question qu'on se pose, c'est combien ? Parce que bon, les économistes font des budgets, mais bon, le vrai prix, il est fait quand on signe des contrats avec des entreprises qu'on a consultées. Donc, on a le quoi, on fixe le combien, et ensuite, quand on est en exécution, on fait le comment. Le comment, c'est les entreprises qui savent. C'est conçu, mais la manière de faire, le détail d'exécution, c'est les entreprises qui le savent. Et quand on regarde la séquence dans ce sens-là, on se rend compte que finalement, on est en train de faire le comment, on se pose la question du comment, alors qu'on a déjà fixé le combien. On a fixé le prix, et après on se pose la question de comment on va faire. Donc, on rencontre des problèmes, mais le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le contrat. Et ce n'est pas qu'une formule. Quand on arrive à ce stade et qu'on se rend compte d'un problème, il manque quelque chose, ce n'est pas conforme, tu devais le faire, ce n'est pas prévu, on passe 98% de notre temps, tous, entreprises, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, à parler du contrat. Parce que, je le répète, le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, on va le régler. S'il y a une poutre qui clash avec un poteau, s'il manque quelque chose, si ce n'est pas conforme, les gens sont compétents. La solution, elle va se trouver. D'ailleurs, elle va se trouver. On va bien le construire, on va bien trouver la solution. Mais on passe l'essentiel de notre temps, non pas à parler du problème, mais à parler de la responsabilité. Qui paye ? C'est ta faute. Tu n'as pas su lire le plan. Si c'était prévu, de toute façon, tu as signé un marché à forfait. Je ne veux pas le savoir, etc., etc. Et c'est parce qu'on a signé ce contrat au mauvais moment, dans les mauvais paramètres, qu'on crée les conditions de détruire la relation. En gros, au final, quand on aura passé 15 jours à s'écharper sur le problème, la solution technique, elle va se trouver, et la solution économique, elle va se négocier, on va couper la poire en deux, et on y arrive, dans la douleur. Mais bon, quand on coupe la poire en deux, il n'y a pas que la poire qu'on coupe. On coupe aussi, on entame aussi la relation, et quand on a passé quelques semaines à s'engueuler parce qu'il n'y a pas de solution, il manque quelque chose, personne n'a envie de payer, et ben, ça crée ce conflit, ça crée cette relation qui est strictement divergente, et ça ne peut pas marcher. Quand on le pose comme ça, on comprend qu'on est dans une relation où si je gagne, tu perds, si tu gagnes, je perds. Donc la solution qui a été trouvée, dont on va vous parler en détail cet après-midi, elle s'appelle donc Integrated Project Delivery, IPD.
Elle a été inventée en Californie. On a la chance d'avoir des pionniers avec nous cet après-midi qui sont à l'origine de cette méthode. Et cette méthode, elle adresse réellement le problème que je vous ai cité. Elle traite à la base cette question de ce travail séquentiel, de ce travail en silo, de ces contrats absurdes qui créent du conflit. L'IPD, ça signifie quoi? Si on le résume, et vous aurez des présentations bien plus détaillées. Ça veut dire qu'on se pose les questions, mais dans le bon ordre et dans le bon contexte. La première question, c'est combien? Le maître d'ouvrage donne son budget fixe, son budget, il sait. Et s'il ne sait pas, on l'aide. Mais dans l'essentiel des projets, il fait un business plan, il sait combien il veut ou combien il doit dépenser pour faire son projet. Et on réunit l'équipe au début. Donc, point fondamental de la méthode, les entreprises sont sélectionnées, on va en parler plus tard, dès le début. Donc on réunit toute l'équipe de concepteurs et d'entreprises principales. Et la première question qui leur est posée, c'est la phase de validation, c'est dire est-ce que c'est possible? Donc on ne vous demande pas de concevoir, mais est-ce que collectivement, on pense qu'on peut s'embarquer dans cette aventure et est-ce que je peux avoir mon école avec tant de classes, mon musée avec tant de mètres carrés pour tel budget, tel délai? Et parce que les gens ont l'habitude et parce que on leur pose cette question, on ne leur dit pas combien ça coûte, on leur dit est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez valider qu'on va y arriver? Et donc ils le font. Dans l'essentiel des cas, la réponse est oui. Dans certains cas, la réponse est non. Mais mieux vaut le savoir au début plutôt que de s'embarquer avec des faux budgets et ne pas s'en sortir ou s'en rendre compte trop tard. Donc une fois qu'on a fixé ça, on peut faire le quoi dont on parlait, on peut faire cette conception. Donc là, les architectes, les bureaux d'études font leur travail. Chacun reste à sa place, mais simplement, ils font une conception et ils le font dans une méthode en anglais qu'on appelle Target Value Delivery, qui est de la conception à valeur cible. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas pour faire un projet et on verra combien ça coûte quand on fera les appels d'offres, mais on conçoit pour rentrer dans le budget du maître d'ouvrage, avec le maître d'ouvrage, et on fait le choix avec lui. Et on y arrive parce qu'on fait le comment, en même temps qu'on fait le quoi. On a les entreprises, on fait de la synthèse dont je vous parlais quand on empile les plans pour voir si tout marche. On le fait en même temps qu'on conçoit, avec les gens qui vont le réaliser, avec des outils 3D comme le BIM qu'on utilise de manière intensive. Et l'entreprise est là pour chiffrer, pour non seulement confirmer que la conception est possible, mais pour confirmer que ça marche. Et si ça ne marche pas, si c'est trop cher, s'il y a un problème, ben autant le savoir. L'avantage, c'est qu'on détecte les problèmes dont je vous parlais tout à l'heure suffisamment tôt. Les gens ne sont pas enfermés dans un contrat. Ils n'ont qu'une obsession, c'est faire bien du premier coup, c'est travailler ensemble. Et on règle les problèmes avec quelques clics de souris. Et les clics de souris, ça coûte pas cher. Ça coûte moins cher que les marteaux-piqueurs et les recommandés, ce qui se serait passé si on s'en rend compte plus tard. Donc voilà, fondamentalement, en quelques minutes, si on résume le problème, la solution apportée, c'est vraiment mettre tout le monde autour de la table au début et faire un acte commun de conception, d'exécution, d'étude d'exécution pour y arriver avant de lancer les travaux. Donc cette méthode IPD, au Canada, Daniel nous parlera de l'expérience canadienne, ils appellent ça dans le Canada francophone RPI, réalisation de projets intégrés. Nous, on a appelé ça la co-construction, il fallait trouver un nom, une marque, mais c'est ni plus ni moins que l'adaptation française au contexte français de cette méthode qui existe depuis 20 ans aux États-Unis. Et pour la résumer, une dernière fois, sur les principes, je le redis, implication précoce, c'est fondamental. On démarre le projet avec tous les acteurs. Les acteurs du projet sont choisis, suivant des critères dont on parlera, et sont là dès le début. On signe un contrat unique, ça aussi c'est surprenant. C'est le même contrat qui est signé par le maître d'ouvrage, tous les concepteurs et les entreprises principales. C'est un contrat relationnel. Sans rentrer dans le détail, les contrats que vous connaissez sont des contrats transactionnels. Je t'achète ça, tu fais ça, et si tu ne le fais pas, il se passera ça. Le contrat de co-construction, c'est un contrat relationnel. Il n'y a pas de prix. Enfin, il y a des prix objectifs, mais il n'y a pas d'engagement sur le prix. Le seul engagement que prennent les entreprises et les concepteurs, c'est d'utiliser une règle du jeu qui aligne les intérêts de transparence et y arriver ensemble. Et ça produit quoi? Ça produit de l'alignement d'intérêts. Tout à l'heure, tel que je vous le décrivais, la manière dont on travaille habituellement, ça produit des intérêts strictement divergents. Là, quand on signe un contrat de co-construction, on embarque tout le monde avec une règle du jeu contractuelle qui fait qu'on gagne ensemble ou on perd ensemble. Il n'y a pas une entreprise qui peut tirer la couverture à elle, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'en sortir en montant une réclamation. C'est la performance globale de l'ensemble de l'équipe qui va faire que les gens gagnent de l'argent ou pas.